comment ça va? Hey my God, je suis contente. Aujourd'hui, 2 février, on change de mois. Je ne sais pas si pour vous, ça fait du bien, mais en tout cas, moi, le mois de février, c'est toujours un mois festif. C'est l'anniversaire de mon conjoint, c'est l'anniversaire d'Aro. Il se passe plein de choses. Puis en attendant que les gens se joignent à moi pour le live ce soir où on va parler des saboteurs qui nous empêchent d'avancer, bien, je vous invite à aller dans les commentaires pour simplement euh, me dire qui est là, me faire un petit coucou, m'envoyer un message, me faire un beau allô. Ça me permet en même temps de vérifier que les commentaires fonctionnent bien là, sur la plateforme parce que j'aime toujours pouvoir répondre à vos questions. Puis ce soir, ben, on va s'amuser. Ben, je dis on va s'amuser. Je pense que ça va être un sujet qui va être pertinent, sensible. On va parler des saboteurs qui nous empêchent d'avancer. La raison pour laquelle, allô France, je suis contente que tu sois avec moi ce soir. La raison est très simple du sujet parce que pour ceux qui ont lu mon livre, La somme de mes rencontres, le premier texte dans ce livre-là, je raconte mes défis de santé où j'ai fait en 2020, suite à de multiples grandes épreuves, une tentative de suicide. Et il n'y a pas de pire saboteur, je pense, que de vouloir s'enlever la vie, mais avec tout ce tourbillon-là qu'on vit en ce moment d'incertitude, de contexte économique, de ce qui se passe dans le sud aux États-Unis, de la violence, la détresse qu'on ressent, etc., ben, je me suis posé la question, tu sais, comment je peux aider les gens à non seulement identifier les saboteurs, mais surtout à trouver des solutions puis à sortir de ça. Puis actuellement, dans ma vie familiale, je vis une situation qui est quand même très difficile en ce moment où je suis consciente qu'il y a quelqu'un près de moi qui est en mode sabotage. Sabotage de son succès, sabotage de son avenir, sabotage de que ce soit par des problèmes de dépendance ou quoi que ce soit. Puis c'est tellement souffrant et on se sent tellement impuissant dans ça. Donc, personnellement, j'ai marché le chemin de 2020 à maintenant avec vous ce soir, mais j'ai dû me regarder dans le miroir. J'ai dû réfléchir à qu'est-ce qui m'a amené là. Qu'est-ce qui a fait que j'ai franchi l'infranchissable, que je me suis rendue à une étape de détresse et de souffrance interne tellement grand que j'ai voulu finalement mettre fin à mes jours. Puis, dans ce parcours-là, ben, j'ai compris qu'il y a des choses que je faisais de façon consciente, puis dans certains cas de façon inconsciente, aiguillée par la peur, certaines croyances, certains blocages, certains éléments de l'éducation que j'ai reçus. Puis à l'époque où tout ça est arrivé dans le tourbillon de ma vie, j'étais propriétaire du restaurant Spaghettini avec mon conjoint. On avait vendu l'entreprise, on a perdu la vente, on a accompagné nos employés dans un grand moment de détresse. Et moi-même, j'étais épuisée. La restauration depuis 2017, quand Haro est rentré dans ma vie, ça a été aussi un brouillard de choisir. Tu sais, j'avais l'impression que je devais choisir, mais assurément que de continuer dans la restauration, ça ne résonnait plus autant en moi. Puis, j'ai réalisé que j'étais très, très dure envers moi-même, très intransigeante. Je n'étais pas dans la bienveillance. Et lorsque j'ai été hospitalisée, mon taux de cortisol dans le sang était tellement élevé que les psychiatres avaient la certitude, hors de tout doute, que ça avait attaqué l'hippocampe au niveau de mon cerveau, qui est le siège de la raison, d'être capable de prendre du recul, etc. Puis, honnêtement, tu vois le mur arriver, puis tu n'as juste pas de porte de sortie. En tout cas, dans mon cas, j'en avais pas. J'avais de la difficulté à demander de l'aide. J'étais dans un tourbillon où, dans mes croyances, où en tant que chef d'entreprise, on se doit d'être forte, on se doit d'avoir toutes les solutions, on se doit d'être celui qui supporte tout le monde, qui est le cheerleader dans la vie de ses employés. Puis, j'ai réalisé que pour moi, il y avait un aspect de fuite dans les saboteurs. Hein. Quand on souffre, on va tenter de
geler ou de trouver des solutions pour se réconforter. Donc, au lieu d'accueillir les émotions, au lieu de les affronter, au lieu de marcher le chemin dans cette vérité-là de souffrance, ben, c'est facile de tomber dans la fuite au niveau de la consommation dans la nourriture, la boisson, la drogue, le jeu, le sexe, etc. Puis, moi, je suis tombée dans le sabotage, dans le fond, de ma propre vie. Mais ce soir, j'ai le goût de vous partager 4 grands éléments qui ont été dans mon processus de guérison, surtout de prise de conscience de qu'est-ce qui m'avait amené à frapper ce mur-là. Puis j'ai compris que j'étais beaucoup dans la comparaison. J'avais de la difficulté à définir ma propre valeur. Donc, j'étais toujours en compétition. J'ai réalisé aussi que je me sentais coupable de travailler tellement fort que j'étais pas à la maison pour ma fille. Quand j'étais à la maison, je me sentais coupable quand il se passait des choses au restaurant de ne pas être là. Fait que j'étais habitée par un sentiment de culpabilité qui était très grand. J'ai aussi réalisé que mon désir de plaire... Ah, ma caméra est légèrement trop haute. Est-ce que c'est mieux comme ça, Michel? Ben, en tout cas, faites-moi signe, ça me ferait vraiment plaisir. Donc, j'ai réalisé que j'étais dans le désir de plaire à mon père, le désir de plaire à ma famille, le désir de plaire à mes employés, à mes clients. Donc, j'en avais même oublié de moi, j'ai le goût de quoi. Puis, je me mettais tellement de pression dans ce désir de plaire-là que j'en ai perdu le nord, c'est le cas de le dire. Un autre élément dans les saboteurs que j'ai le goût de vous parler, c'est du surmenage. Puis on en vit beaucoup en ce moment dans la quantité d'informations qu'on gère, d'offres qui se présentent à nous. On voit énormément de collègues de travail épuisés, en détresse. Il y a beaucoup de taux d'absentéisme dans les entreprises. Il y a beaucoup d'employés en congé de maladie, justement parce qu'ils sont tombés dans le surmenage. Puis on va en parler ce soir, surtout des outils. Parce que la clé pour moi, c'est oui d'en prendre conscience, d'être dans la conscience, mais l'important, c'est je fais quoi avec ça? Puis j'ai marché ce chemin-là, bien accompagné par un psychologue. J'ai marché le chemin en compagnie de mes amis, de ma famille et autres. Puis ce soir, je vous partage certains finalement de ces saboteurs-là qui ont résonné très fort en moi, mais je vous donne des outils pour vous. Le premier saboteur que j'ai le goût d'aborder avec vous ce soir, c'est la fameuse comparaison. Puis, je me suis posé la question, pourquoi, Caroline, tu te compares? Puis, tu sais, encore aujourd'hui, je réalise que quand je vois passer du matériel sur les réseaux sociaux, bien, j'ai comme une hyper-vigilance. Je me sens, pas fragile, mais des fois, je vais me sentir pas assez. Je ne sais pas si ça résonne en vous. Si c'est oui, faites-moi signe. Mais j'ai réalisé que souvent, j'avais le sentiment de ne pas être assez quand je voyais la vie des autres. Ou juste un exemple dans la comparaison, quand j'étais dans la restauration, on avait 200 places de terrasse à l'extérieur dans un quartier au pied de Château-Frontenac avec plein de restaurants dans le secteur. Puis si je voyais la terrasse de mes compétiteurs se remplir avant la mienne, bien, je me remettais en question constamment. Qu'est-ce qu'eux ont fait que moi, je n'ai pas fait? Encore aujourd'hui, des fois, il y a une petite fragilité quand je vois des artistes performer, vivre des succès que j'aimerais vivre. Bien, je réalise que oui, il peut y avoir de l'envie, mais à quelque part, le déclencheur, c'est de dire, Caroline, toi aussi, tu as le goût de ça, puis il faut que tu marches le chemin pour t'y rendre. Puis lui, il a marché avant toi. Fait que tu n'as pas à te comparer ou à te diminuer. Puis, je me suis questionnée dans le chemin à savoir si c'était un manque d'estime de moi ou de confiance en moi dans le fait que je me compare. Puis, j'ai réalisé, bien, suite à une phrase, puis je la trouve super intéressante, une phrase d'une amie qui m'a dit, tu sais, Caroline, elle dit, je pense pas que tu manques d'estime de soi ou de confiance en soi, et je pense que tu surestimes les autres. Donc, en se comparant, en regardant la vie des autres, ben, on va dire, OK, moi, je suis rendue là. Allô, Nathalie, contente que tu sois là. C'est un plaisir, Michel, c'est un plaisir de t'avoir avec moi ce soir aussi. Puis, de se poser la question, qu'est-ce que ça déclenche chez moi? Est-ce que c'est la pression sociale? Est-ce que c'est de voir la réussite des autres puis se dire, My God, moi aussi, je veux ça?
Tu sais, il y a eu des déclencheurs, moi, de Oh my God, je devrais être rendu là à mon âge ou dans ma carrière artistique. Oh my God, j'aimerais ça être rendu là à l'âge que j'ai, alors que ma carrière est encore naissante. Du fait que ça fait moins de 10 ans que je suis artiste peintre. Fait qu'il y a eu beaucoup de déclencheurs. Puis j'ai réalisé en mettant le miroir sur moi que qu'est-ce qui fait que j'ai ce sentiment d'insécurité-là, de ne pas être assez. Puis j'ai réalisé que, bon, la performance a été souvent quelque chose qui me définissait de un, et le besoin de validation. Donc, dans la comparaison, moi, j'allais chercher un besoin de validation, de dire, ben, en regardant ce que les autres font, en regardant ce que les autres ont, ben, à quelque part, je me situe bien. Donc, comme s'il y avait une compétition, alors que la seule personne avec qui je suis en compétition, ben, c'est moi-même. Puis, j'ai le goût de te dire ce soir, t'es pas en retard. T'es pas en retard sur ton propre chemin. Tu es là où tu dois être. Et les prochaines étapes, toi seul vas les déterminer. Puis, ton chemin à toi, il n'y a pas besoin de ressembler à celui des autres. Je ne sais pas si ça te fait du bien d'entendre ça, mais moi, il y a eu des moments dans ma vie où j'aurais eu besoin qu'on me dise, Caroline, tu es assez. Puis le reste du chemin, ben écoute, ça va bien aller, fais confiance. Puis comment on sort de la comparaison? C'est un peu de ça que j'ai le goût de vous parler ce soir, entre autres. Ben, dans mon cas, allô Martine, contente que tu sois avec moi ce soir, c'est donc bien le fun. Comment on sort de la comparaison? Ben, d'éviter les déclencheurs. Quand on sait qu'on est fragile à la comparaison, ben, on fait attention aux déclencheurs. Dans mon cas, je crée du contenu sur les réseaux sociaux, mais je n'y vais pas nécessairement parce que quand je suis plus fragile, quand je suis dans une période de doute, ben, ça va me déclencher. J'essaie aussi de mettre mon focus sur le chemin que j'ai parcouru et non ce qui me reste à faire. Donc, ça me fait vraiment du bien de mettre ce regard-là sur le sentiment d'accomplissement. Quand on se compare et qu'on prend conscience qu'on se compare, ben, il faut arrêter. Il faut simplement se dire « je suis assez ». Tout est déjà là. Oui, c'est ta Martine, Nathalie, c'est le fun, hein? On est tous ensemble en beau groupe, une belle communauté ce soir, c'est vraiment super. Puis quand il y a un déclencheur, ben, c'est surtout de regarder qu'est-ce que toi, tu désires dans ce que cette personne-là a et quel chemin tu peux faire toi pour t'y rendre. Donc, vraiment, le mot qui me vient en tête, c'est bienveillance. C'est d'être capable de se placer dans ce sentiment de sécurité-là qu'on est assez. Le deuxième saboteur que j'ai le goût d'aborder avec vous ce soir, c'est la culpabilité. Est-ce que ça vous arrive de vous sentir coupable? Puis, je me suis posé la question, le sentiment de culpabilité, on est capable, dans certains cas, de se l'octroyer à soi-même, mais souvent, il vient des reproches, de la honte, du sentiment de ne pas être assez. Le sentiment de culpabilité va venir beaucoup avec le regard de l'autre. Puis, des fois, dans la loyauté familiale, hein, tu sais, moi, j'ai souvent entendu dans ma famille, Caroline, on sait bien, toi, tu es chanceuse. Mais pourtant, j'ai tellement marché le chemin, j'ai tellement travaillé fort. Fait que je pense pas que, oui, il y a des facteurs chance, de synchronicité, mais je pense pas que j'ai volé quoi que ce soit à qui que ce soit. Puis, notre éducation vient aussi porter des fois un regard difficile, amener la culpabilité. Tu sais, moi, je me sentais pas assez je me sentais coupable de ne pas être à la maison pour ma fille. Quand on a acheté le restaurant, elle avait 3 ans. Puis on a quand même eu le restaurant pendant 16 ans. Donc, quand j'étais au restaurant, des fois, des 80-90 heures par semaine, puis on avait une nanny à la maison l'été pendant qu'on opérait la terrasse, puis qu'on était dans la forte saison, je trouvais ça difficile. Je me sentais coupable de refuser les activités avec les amis ou la famille parce que j'étais en mode travail. Chez nous, j'ai été élevée avec la croyance que pour réussir, ça peut être souffrant, on doit travailler fort pour réussir. Puis le succès ne vient pas à la façon de travailler, mais au nombre d'heures travaillées. Puis j'en ai perdu la santé dans puis on va en parler du surmenage tantôt, mais la culpabilité, on est capable de se l'octroyer soi-même, mais elle vient aussi des autres dans les échanges qu'on a avec les autres. Quand on se fait sermonner, qu'on se fait humilier, quand on se fait diminuer,
systématiquement, ben, ça crée un sentiment de culpabilité. Puis ce que j'ai compris, puis ça a été un de mes grands aha moments dans tout ce processus-là de guérison, ça a été de réaliser, Caroline, peu importe ce que tu vas faire, tu vas déranger. Tu déranges quand tu réussis, tu déranges quand tu te trompes, tu déranges quand tu quittes une relation, tu déranges dans un paquet de facteurs. Fait que sachant cela, comment tu te préserves de la culpabilité? Hein? J'ai compris, moi, que je devais, dans un premier temps, exprimer mes non-dits. Donc, de ne pas garder les choses pour moi pour favoriser la communication. Puis jamais dans un regard d'attaque, mais toujours dans un regard de ben, écoute, je me sens comme ça en ce moment, je me sens diminuée, je me sens humiliée. Est-ce que c'est ça que tu veux faire? Est-ce que c'est ça que tu veux me faire ressentir? Puis je viens clarifier la situation. Fait que mes incompréhensions mes interprétations vont assurément être validées. Donc, je ne resterai pas dans cet état de culpabilité. J'ai aussi compris que j'avais une responsabilité à ne pas me flageller. Puis, je ne sais pas si que ça résonne chez vous, mais la flagellation, on est bon là-dedans. Je pense qu'on est les personnes les plus dures à notre égard. Puis, on a cette responsabilité-là d'en prendre conscience puis de diminuer ces effets-là. Merci beaucoup, Guillaume. C'est super gentil pour ton beau commentaire qui me dit bravo à toi, c'est intéressant. Merci, Guillaume, ça me touche beaucoup. J'ai compris aussi que le concept d'aimer et les sacrifices amènent la culpabilité. Puis l'amour que je ressens avec ma fille et les sacrifices que je faisais de ne pas être avec elle étaient aussi un déclencheur de culpabilité. Puis j'ai dû réfléchir à c'est quoi les solutions pour éviter la culpabilité. Puis je vous en partage quelques-unes que j'ai mis en application dans les 5 dernières années pour me libérer de ça. Merci. Je vais partager le commentaire de Martine qui dit « Tu as un intérêt, une empathie envers toi et les autres. Tu te fais un devoir de comprendre pour grandir. » C'est tellement vrai, là. Je me pose des questions, je m'en pose des fois trop, mon chum vous dirait, mais une chose est sûre, j'avance. J'avance dans cette clarté-là pour trouver une paix intérieure à l'intérieur de moi. Puis dans les solutions que j'ai le goût de partager contre la culpabilité, pour ne plus ressentir la culpabilité, bien, c'est d'identifier ce qui nous appartient. C'est facile de se mêler des choses qui ne nous appartiennent pas. Puis, tu sais, mêle-toi de tes affaires, bien, je me le dis souvent maintenant. Tu sais, ça, Caroline, c'est pas dans ta cour. Ça ne t'appartient pas. Si la personne essaie de t'attaquer puis que tu dis non, ça ne m'appartient pas, c'est son regard, c'est son miroir à elle, c'est elle qui est souffrante, c'est pas moi. Fait que j'ai pas à prendre son émotion. D'apprendre à dire non sans se justifier. Ça ne donnera pas, je m'excuse. On n'est pas obligé de dire pourquoi. Puis quand on reçoit des demandes, hein, apprendre à dire non avec empathie. Moi, je dis souvent, tu sais, je dis pas non à toi, je dis non à ta demande. Puis, je vais toujours l'expliquer sans le justifier en disant simplement, en ce moment, j'ai fait le choix de me préserver et de prioriser l'ensemble des choses que je dois réaliser. Donc, pour cette raison-là, je ne peux pas aller de l'avant avec ta demande. Puis, il n'y a pas d'argumentation. Je n'ai pas à me justifier parce que de toute façon, peu importe ce qu'on va dire, ce que tu vas dire, bien, la personne qui va recevoir ton non, c'est certain qu'elle va être affectée, ça va la décevoir. Puis, quand on tombe dans la justification, bien, à quelque part, ce que tu vas lui partager dans ta justification à toi, ça ne sera peut-être pas à la hauteur du besoin qu'elle a là de toi. Donc, il n'y aura jamais de gagnant quand on commence à argumenter ou à se justifier. D'apprendre à se choisir sans se sentir égoïste. Je ne sais pas si ça résonne chez vous, mais moi, souvent, j'ai entendu la phrase dans mon enfance, dans mon début d'âge adulte, si tu penses à toi, tu es égoïste, sois pas égoïste. Faut, tu sais, la générosité donnée, c'est une chose, mais au point de se sacrifier, la question se pose, puis je ne pense pas que ça vaille la peine. J'ai le goût de vous inviter aussi à remplacer la culpabilité par la responsabilité consciente. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de dire, bien, quand ça m'appartient, je l'assume. Puis quand ça ne m'appartient pas, bien, je n'ai pas besoin de l'assumer, je n'ai pas besoin de me sentir coupable. Puis dans la majorité des situations de culpabilité viennent dans la communication entre des gens et
j'ai transféré mes attentes, mes interprétations, mes perceptions en entente. Donc, maintenant, quand j'ai des attentes, puis je sais que je vais être déçue si je nomme pas ces attentes-là, ben, au lieu de connecter, de partager mes attentes, je vais prendre une entente avec les personnes. Puis dans n'importe quel contexte, quand il y a un besoin de collaboration, quelque chose qu'on veut partager ou autre, puis qu'on veut prendre notre place dans une relation, dans une équation quelconque, bien, de prendre une entente, d'aller valider la compréhension de l'autre. Moi, maintenant, je n'ai plus d'attente si je n'ai pas eu une entente. Si on a une entente ensemble, par contre, puis qu'elle n'est pas répondue, qu'elle n'est pas respectée, j'ai le droit d'être déçue, puis j'ai le droit de revenir sur cet aspect-là aussi. La troisième saboteur que j'ai le goût de partager avec vous ce soir, c'est le désir de plaire. Longtemps, j'ai voulu plaire à mon père, à ma famille, j'ai voulu être à la hauteur, j'ai repris les entreprises de mon père, je voulais qu'il soit fier, je voulais qu'il me dise qu'il m'aime. Puis, c'est pas que des mots ou des situations que lui a été amené à vivre dans son enfance. Donc, ça a été bien difficile pour lui. Puis, mon désir de plaire, ben, tu sais, j'ai compris que c'était un conditionnement qui venait de la naissance, de l'enfance. Parce qu'aussitôt on rentre en relation avec nos parents, nos frères et sœurs, dans le travail avec nos patrons ou autres, on a ce besoin-là d'aller chercher une certaine validation. À l'époque, on encourageait les bons comportements, puis on punissait les moins bons. Puis aujourd'hui, ben, ces conditionnements-là affectifs ben, viennent réguler notre façon d'être. Puis, on est à la recherche de ce besoin de validation-là, de besoin de reconnaissance, parce que ça nous procure un sentiment de sécurité. Puis, ce sentiment de sécurité-là, ben, il est apaisant. Puis, à travers ça, ben, comment on fait pour prendre conscience de ne plus se sacrifier, apprendre à mettre ses limites? Ben, les exemples qui me viennent en tête rapidement, là, c'est quand on dit oui trop vite, puis qu'après ça, on se dit j'aurais dû prendre le temps d'y réfléchir, là, je me suis engagée, je me suis commis, puis je ne suis pas sûre que ça vient de la bonne place. Ça vient peut-être de la peur d'être rejetée, la peur de ne pas être aimée au lieu d'être aligné avec ce que j'ai le goût de faire. Puis, lorsqu'on minimise nos propres besoins au détriment ou au profit des autres, bien, à quelque part aussi, on n'est pas dans le win-win. Puis ça, bien, c'est aussi des indicateurs que, pour moi, je suis dans mon désir de plaire. Quand on veut éviter les conflits, je ne sais pas si ça résonne, là, mais je prône l'harmonie, je déteste les conflits, puis au point où j'ai réalisé que dans certaines situations, je pouvais même les fuir ou tolérer des situations qui étaient inacceptables parce que je ne voulais pas avoir à confronter. Puis, mon désir de plaire, ben, il y a une forme d'approbation, une forme de validation de dire, ben, si tu fais ça, je vais t'aimer, si tu fais ça, je vais t'apprécier encore plus. Puis, il ne faut pas que ça bascule dans le manque de respect envers soi-même. Puis, comment on fait pour sortir du désir de plaire? Puis, si vous avez des questions sur le sujet, là, faites-moi signe. Si vous avez des saboteurs que vous voulez qu'on aborde ou qu'on en nomme certains, bien, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. Fait que c'est quoi les pistes de solution pour sortir du désir de plaire? Bien, la première chose, c'est d'accepter dans cette posture-là de se prioriser, d'être la personne la plus importante dans sa vie et de ne plus jamais se sacrifier. Ça implique aussi d'apprendre à s'autosuffire. C'est de se donner à soi ce qu'on aimerait recevoir des autres. Puis le plus bel exemple que j'ai eu dans ma vie, c'est quand j'ai pris conscience qu'en quittant la restauration avec le tourbillon des clients, des employés, etc., des fournisseurs, de me ramasser toute seule, sans employé, dans ma galerie d'art à Stoneham, de réaliser qu'il n'y a personne à ce moment-là qui va venir me dire « t'es belle, t'es fine, t'es capable » ou « t'es bonne » ou « wow, c'était bon aujourd'hui » ou etc. Je vais le vivre une fois, 2 fois par année quand je vais présenter une exposition. Fait que tout le long de l'année que tu travailles avec la vision de pourquoi je fais ce que je fais, puis que tu le fais seul, bien, on a une responsabilité à se donner ce propre amour-là, cette propre reconnaissance-là, cette propre satisfaction-là, ces propres encouragements-là. Donc, d'apprendre à s'autosuffire, pour moi, ça a été quelque chose qui a été très puissant. J'ai aussi réalisé que quand je prends mes décisions avec le cœur et non avec
Avoir du fun quand on le fait, c'est vrai ça. Puis j'allais te citer Martine, t'es super fine. Mais Martine m'a dit, tu sais, pose-toi 2 questions le matin. Est-ce que je me sens bien? Puis est-ce que j'ai du fun? Puis quand on prend nos décisions avec le cœur, bien, assurément, on a du fun. Puis ça me fait penser à une autre amie de Martine, qui est aussi une de mes amies, Mélanie Richard, qui me dit, moi, elle dit, je ne me pose pas de questions. Elle dit, si j'ai du fun, elle dit, j'étais à la bonne place. Dans les réflexes ou dans les saboteurs que j'avais le goût d'identifier, il y a le surmenage. Le surmenage, c'est probablement là où moi, ça m'a fait le plus mal dans ma vie, de m'étourdir dans le travail, de m'étourdir dans l'ensemble des tâches que j'accomplis. Puis, je vous mets la table tout de suite. On me pose soit la question, Caroline, tu dors-tu la nuit? Parce que j'accomplis beaucoup de choses. Je ne vous cacherai pas que ça va vite dans ma tête. Je suis capable de synthétiser rapidement, de me concentrer aussi rapidement ou sur de longues périodes, sur des gros projets et tout ça. Donc, le surmenage est aussi dans l'ivresse mentale, hein, le petit cerveau qui est à spin tout le temps. Là, ben moi, dans ma vie, encore aujourd'hui, je dois être vigilante parce que c'est facile de tomber dans le surmenage. Mais normalement, le soir, je ne travaille pas, à moins d'avoir des conférences ou des animations de team building dans les organisations ou autres. Mais j'essaie de quitter le bureau en fin d'après-midi le plus souvent possible pour éviter ou me permettre à mon cerveau de prendre du repos. Puis le parallèle que j'ai le goût de vous faire, c'est est-ce que vous laisseriez votre batterie cellulaire décharger pendant plusieurs jours? Puis notre corps est notre batterie. Notre intuition est aussi une batterie qui va nous guider. Puis, quand on dépasse finalement la ligne de la fatigue, hein, qu'une simple nuit de sommeil n'est plus suffisante pour reprendre notre niveau d'énergie, que notre corps nous parle, qu'on commence à avoir des maux physiques, ben, c'est quand l'effort dépasse la récupération, puis qu'on n'est plus capable de reprendre le dessus sur notre fatigue, sur notre niveau d'énergie, ben, on tombe dans le surmenage. Puis à ce moment-là, ben, le mot d'ordre, c'est stop. Le prix de votre santé, ça n'a pas de prix. Vous avez la responsabilité de vous préserver, de prendre 1 heure de plus, d'aller faire une sieste dans l'après-midi, de mettre en place tous les éléments qui vont permettre de recharger votre batterie, puis de ne jamais vous rendre trop loin. Hein? Moi, je me suis rendue à frapper le mur, je suis allée de l'autre bord. Puis, plus jamais, j'espère que ça arrive, parce que le surmenage, le taux de cortisol, tout ça est lié, puis il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de gagnant. Fait que comment on fait pour ne plus tomber dans le surmenage? J'ai des belles pistes de réflexion pour vous. La première, c'est votre gestion de temps de priorité. C'est de bien comprendre que ce qui est urgent, c'est quand votre vie est en jeu ou la vie d'un de vos proches est en jeu ou quand il y a une situation vraiment dramatique où tout peut basculer. Sinon, ça peut être important, mais ce n'est pas urgent. Donc, de placer dans votre agenda des temps pour gérer ce qui est important, d'avoir de la flexibilité à gérer les urgences, mais ne pas mettre des urgences dans tout. Parce que c'est pas vrai que d'aller faire l'épicerie aujourd'hui, si le temps ne se prête pas ou peu importe qu'il est arrivé une situation, que ça devient une urgence. Il y a toujours des solutions et assurément, de faire ce qui est important pour soi, c'est un choix, my God, qui nourrit l'âme, qui fait du bien, qui énergise, qui crée de l'impact autour de soi. Donc, ne vous sacrifiez plus, ne vous sabotez pas de ce côté-là. Puis, dans mon cas, ça a été des prises de conscience tellement grandes à savoir, Caroline, tu cours après quoi? Tu essaies de prouver quoi à qui, puis à quel prix? Je ne sais pas si ces questions-là résonnent ou vous font du bien, là, mais Nathalie a dit, ça m'arrive parfois une sieste parce que mon corps le réclame, et après, je suis plus alerte. Exactement. Votre corps, là, votre intuition, votre voix intérieure, c'est votre meilleur guide. Quand on l'écoute, my God, elle nous amène là où on doit être. Puis, prioriser ce qui est vraiment important pour soi. Hein? Une fois par année, je fais mon tableau de visualisation qui est mes grands objectifs de l'année. Puis, l'ensemble de mes décisions sont prises en fonction de ce tableau-là. Donc, d'identifier ce qui est important pour vous. Si votre conjoint, c'est important, la famille, les enfants, le sport, la santé, l'alimentation, boire de l'eau, etc., bien, on commence par ça. Puis après ça, bien, on va avoir suffisamment d'énergie pour
respecter puis accomplir nos obligations. De reconnaître les signaux, c'est une des questions qu'on m'a posées avant que je tombe en 2020. Ça a été de dire, Caroline, tu l'as-tu vu venir? Écoute, gros comme le mur. Gros comme le mur que j'ai frappé. Les années avant, il y a eu un burn-out, il y a eu l'ivresse mentale, un brouillard incessant, une fatigue chronique, des maux physiques, des problèmes d'intestin, de digestion, des maux de tête, des courbatures. Tout était là. Tout était là pour me dire, Caroline, time out, arrête. Puis de se poser la question, je fais quoi, pourquoi, puis pourquoi je fais ce que je fais? D'y retrouver le plaisir, mais d'y trouver du sens, c'est super important. Maintenant, j'avance dans l'imparfait mais fait. Je me dis que le chemin, c'est impossible de le connaître parfaitement puis que tout soit liché. Donc, c'est la raison pour laquelle le début janvier, j'ai recommencé les lives après 1 an. Imparfait mais fait. Je le fais avec mon cœur, avec mon âme. Puis pour ceux que ça résonne, ben, tant mieux. Si je peux aider une personne, hey, mission accomplie. On a une responsabilité dans notre switch. Quand on prend conscience qu'on est en surmenage, qu'on est en épuisement, ben, on doit ralentir le mental. On doit apaiser le système nerveux. On doit créer des espaces sans performance, des espaces dans le silence, avec la méditation, des respirations. On a la responsabilité de mettre nos limites et de les respecter pour ne pas tomber dans le désir de plaire, dans la comparaison, etc. Fait que tout est lié, tout est dans tout. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le sujet. La façon que je l'ai abordé, le sujet, les saboteurs qui nous empêchent d'avancer, c'est une infime partie de ma conférence, soit l'artiste de ta vie, qui dure normalement 60 minutes avec un paquet d'exemples et je vais adresser d'autres saboteurs aussi. Mais c'est tellement important de prendre conscience, d'être capable de nommer ce qu'on vit pour être capable après ça de trouver des solutions et de marcher le chemin pour se libérer. Puis, j'ai un cadeau pour vous ce soir. Je ne sais pas si ça résonne en vous, mais je vous l'offre ici. C'est un lien qui va être dans les commentaires. C'est un lien, dans le fond, où je vous offre une mini-conférence gratuite qui s'appelle « Les 10 principes de vie pour honorer ce que vous êtes, vous énergiser, etc. » Fait que je vous invite assurément à aller vous le procurer. Je vais le mettre même dans les commentaires. Je vais aller voir si je suis capable de le mettre dans les commentaires. Actif multimédia, non, bannière, ça ici, dans les commentaires. Ah, si je mets ça comme ça ici, il va apparaître dans les commentaires. Très bonne idée, vous allez pouvoir vous y référer. Donc, c'est une offre, dans le fond, de 10 principes pour vraiment vivre la vie de vos rêves. J'en suis convaincue que c'est possible. La semaine prochaine, il va y avoir un live juste avant mon départ pour Dubaï. Puis c'est drôle, en fin de semaine, j'ai sorti mes vêtements parce que là, je suis en vêtements d'hiver. Là-bas, il fait chaud. Et entre les deux, entre ma saison d'été passée et cette saison-ci, j'ai perdu 30 livres. Donc, il y a beaucoup de vêtements que j'ai l'air de poche de patate. Fait que, bref, j'ai tout essayé mon linge. Ça m'a permis d'identifier ce que j'avais besoin pour partir. Mais j'ai vraiment très, très hâte de vivre ce voyage-là pour Arrow, pour présenter mes œuvres. Puis avant de partir, bien, il y aura un live la semaine prochaine, lundi à 19h, le 9 février. Puis le sujet, je pense qu'on va avoir du fun aussi. Est-ce que j'accorde ma confiance trop vite? Je vais débattre sur le sujet. Je vais avoir du plaisir avec vous, assurément, à en parler. Si vous avez des cues, des sujets que vous aimeriez que j'aborde à mon retour au début mars, le prochain live après celui de la semaine prochaine, ça va être le 2 mars. Ça va me faire plaisir. Puis si entre-temps, vous avez le goût de découvrir Arrow, les œuvres qui sont disponibles, il y a des nouveautés dans la collection Pure, dans la collection Introspection en ligne. Donc, allez voir assurément, ça va valoir la peine. Et il y a possibilité de visiter la galerie ce week-end. J'ai reçu un couple magnifique qui est venu finalement voir des œuvres et tout ça. Ils ont eu un coup de cœur pour une œuvre qu'ils ont réservée en attendant là, de valider leur espace et tout ça.
Mais une chose est sûre, merci Nathalie d'avoir mis le lien vers le site web d'Aro. Mais venez visiter la galerie, allez voir les œuvres, posez des questions si vous avez besoin des prix. N'hésitez pas à venir vers moi. Puis tous les partenaires, je pense à la Galerie d'art Iris, un fauteuil pour deux, Avant-Garde Art à Victoria, Luxe à Victoria, Armstrong Fine Art en Ontario. C'est grâce à toutes vous autres que je suis capable d'aller finalement faire ce voyage-là à Dubaï pour présenter Aro dans une mission économique Canada-Dubaï. Fait que j'ai très hâte. Ça va être assurément très enrichissant. Puis d'ici là, je vous souhaite une magnifique semaine. Soyez dans l'action, d'avancer un petit pas à la fois dans vos rêves. Si vous prenez conscience que vous avez des saboteurs qui vous empêchent d'avancer, bercez-les, identifiez-les. Accordez-leur pas trop d'importance dans l'optique de continuer à, mais surtout de dire qu'est-ce que je peux faire en ce moment pour sortir de ça, qui peut m'aider. Je fais du coaching privé, n'hésitez pas à venir vers moi si vous pensez que vous avez besoin d'aide. J'ai une nouvelle cliente avec qui je viens de commencer, ça fait 3 semaines, puis elle est de Montréal, elle avait besoin justement d'identifier ses saboteurs. On a travaillé ça ensemble, puis elle me dit, Caroline, elle dit c'est fou en 3 semaines ce que ça a changé dans ma vie, le fait d'avoir un accompagnement de quelqu'un de bienveillant à mes côtés. Donc, n'hésitez pas. Je vous remercie. Je vous souhaite une magnifique semaine. Puis, j'ai très, très hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour le live avant mon départ. Merci.